Bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du Journal du Coin et aujourd'hui un nouvel épisode du podcast du JDC en compagnie de Cyrus, cofondateur de Swissborg. Salut Cyrus, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'inviter, très excité de partager un bon moment avec toi. Bah écoute, on va faire ça au mieux, hein. Écoute, on va commencer tranquillement pour ceux et celles dans l'audience qui peut-être te connaîtraient pas Swissborg. C'est la question classique pour démarrer. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ouais, super. Donc, je suis d'origine iranienne suisse, j'ai grandi aux États-Unis, je fais toute ma scolarité en France. Ça fait 15 ans maintenant que j'habite ici en Suisse. Et puis, comme je dis toujours, je suis né comme un nouveau pauvre. Et ce qui veut dire une famille qui était puissante, qui avait été très riche et qui ont tout perdu. Moi, j'ai jamais vraiment goûté au champagne, j'étais plutôt au robinet. Et puis, et toute ma vie, j'ai toujours voulu comprendre en fait, comment avoir cette indépendance financière, comment espérer, changer la société à travers la finance. Et les 10 premières années de ma vie, j'ai travaillé en finance traditionnelle, donc j'ai pas changé grand-chose. Et le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait, j'ai toujours été profondément passionné de la technologie et je me suis rendu compte que le bitcoin était quelque chose d'incroyable. Après avoir compris ce que c'était Ethereum, Web3, je me suis dit: «Pourquoi pas en fait, essayer de démocratiser tout ce qui est gestion de patrimoine, gestion de fortune et l'appliquer un peu à tout le monde à travers une communauté soudée qui est aujourd'hui celle-là, Swissborg». Et comment, parce que je t'avoue que je connais mal justement ton parcours, comment tu en es arrivé à t'intéresser aux cryptos quand tu étais en train de bosser dans le monde de la finance tradi? Ouais, très bonne question. Je crois que donc moi j'étais en banque privée pour commencer, puis après je suis surtout dans les hedge funds. Donc Hmm. honnêtement, personne parlait vraiment de crypto. En revanche, en 2012, j'avais eu quelques potes qui eux, ils avaient acheté des bitcoins et autres. En 2013 aussi, puis je me rappelle surtout de l'envolée en fait et l'explosion de mon Gox parce que j'avais quand même regardé ça intéressant. Je me dit: «Putain, le truc a quand même fait» je l'ai vu à 10 $ maintenant il est à 1000. Je dit: «Putain, c'était quand même un truc que j'aurais peut-être dû faire» et puis après je l'ai revu à 250 et là je me suis dit: «Ah, s'il était à 1000 peut-être que ça vaut mon entrée». Là où j'étais vraiment plus intéressé du bitcoin, c'est le jour que j'ai dû envoyer des bitcoins à un ami pour qu'il achète, un cadeau d'anniversaire à mon père en Iran. Qu'en Iran, tu peux Mhm. pas envoyer, tu peux rien envoyer, littéralement à part une lettre et encore. Donc là, c'est quand j'ai commencé à réaliser que derrière le bitcoin, c'était pas juste un moyen de spéculation, il y avait vraiment un produit qui était, où la censure n'était pas là, donc c'était génial. Et c'est vraiment en 2016 avec Anthony, le cofondateur, qu'on m'a expliqué un peu ce que c'était Ethereum. Et là, on a commencé à regarder cette vision de Web3. Voilà, on s'est dit, bon, on n'a pas besoin de construire une petite application pour une banque. On va potentiellement redesigner ce que c'est une banque privée ou une banque, peu importe, d'investissement et offrir ça un peu à monsieur tout le monde. Et c'est là qu'en 2016, on s'est dit, OK, on a maintenant l'infrastructure, à nous de créer les applications par-dessus. Clair et net, Ethereum n'était pas encore prêt. Je pense pas encore prêt aujourd'hui, mais voilà, on a vu cette vision de la finance décentralisée et ainsi de suite. Donc on s'est dit c'est le moment en fait. Bon, on est déjà mieux qu'à l'époque des CryptoCats CryptoKitties qui bloquaient toute la chaîne. Donc, ok, super. Du coup, Swissborg aujourd'hui, tu l'as mentionné plusieurs fois, donc c'est une app, j'allais dire super app. L'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Déjà, commençons par ça. Ouais, donc vraiment notre mission chez Swissborg, c'est vraiment de permettre à nos utilisateurs, notre communauté à devenir un financement indépendant. Et là-dessus, on est venu d'une ICO, on a créé un token, puis d'un token, on a créé une app, et cette app aujourd'hui peut permettre à n'importe quelle personne de déposer facilement leurs euros, peu importe leur monnaie fiat, en quelques secondes, par carte de crédit ou virement bancaire. Ensuite, ça permet de les échanger au meilleur prix, parce on a un sorte de smart engine dans un moteur intelligent qui est connecté à différents échanges et qui permet d'arbitrer en fait tous les différents échanges. Donc, tu essaies d'acheter toujours au meilleur prix et vendre au meilleur prix.
Ensuite, on a facilité tout ce qui est staking, tout ce qui est aussi tout ce qui est yield farming dans différents protocoles de finance décentralisée. Donc, ça permet de faire du rendement basé sur du risque, complètement transparent. Ça, ce qui est assez intéressant aussi. On a créé en plus des thématiques, donc des sortes de paniers où il y a différentes cryptos et ces paniers sont dynamiquement réalloués et rebalancés dans vos portefeuilles, donc une sorte de ETF, mais qui vous appartient. On a un Launchpad, on a vraiment développé en fait plein de différents layers qui permettent vraiment de reproduire tous les meilleurs services qui existent ou qui n'existent pas dans la gestion de fortune en fait. Ok, bah, tu as mentionné justement certaines, ça allait être ma question d'après, que tu voyais venir un peu gros comme un camion, mais il y a beaucoup d'apps, entre guillemets, beaucoup de gens qui se lancent sur ça encore là récemment avec, on va dire, voilà, l'idée de réinventer l'accès aux cryptos. Alors ça peut être, la semaine dernière, j'ai reçu le cofondateur pareil, d'une autre boîte qui va faire de l'investissement plus mix TradFi, action et qui intègre forcément de la crypto dedans. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, Swissborg, on va dire, de ces apps-là? Qu'est-ce que vous proposez comme fonctionnalités qui vraiment sont différentes? Ouais, je pense que je dirais pas seulement là, je pense la société, mais je pense que la mission est vraiment importante. Je veux Mhm. dire, il y a 99%, 99% de tous les ICO de 2017 sont tous morts. Probablement 95% de tous les acteurs de 2020, ils sont tous morts. Et la raison, on peut dire, c'est de la chance, c'est de la persistance, on est des génies, peu importe. On peut dire plein de différents trucs qui sont vrais ou pas vrais. Mais je pense que le fait on a toujours été défini par une mission qui est vraiment de servir notre communauté. Et je pense que ça, c'est déjà une grosse différence de plein d'autres différentes applications ou plein de différentes sociétés qui potentiellement d'enrichir leurs investisseurs ou s'enrichir personnellement ou ainsi de suite. Donc, je pense que l'ADN est là, elle est un peu différente. Après, je dirais, ben, le deuxième, c'est clair, le track record. Ben, d'être là depuis 2016 et être en vivant et souriant en 2023, je pense que c'est pas, comme tu le sais très bien, c'est pas si évident dans la crypto. Le numéro 3, je pense la grande différence au niveau de la communauté utilisateur, c'est qu'on a vraiment réussi finalement à créer un lien, mais aussi à créer une app qui est utilisée pour tout le monde, quoi. On a à peu près, alors maintenant moins, mais pendant les bons moments 2020, 2021, on va dire surtout, on avait à peu près 100 utilisateurs qui venaient chaque mois. Ouais. Ils déposaient, ils achetaient leur crypto et ils faisaient du yield. Tu sais quel âge ils avaient, ces 100 utilisateurs? Non, vas-y, tu vas nous le dire. Ils avaient plus de 80 ans. Et, 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 et je pense qu'il y a quasiment aucune app qui existe dans le monde qui arrive à mettre des gens qui ont plus de 80 ans dans le DeFi. C'est quand même, c'est quand même un truc à dire. Et je pense que ça, voilà, moi, j'ai vu comment Internet a évolué et c'est toujours l'UX qui gagne. C'est toutes les boîtes qui créent, que ce soit en hardware ou même en software, c'est vraiment l'UX qui va gagner tout le temps parce que bah, l'expérience, c'est tout ce qu'on recherche finalement, peu importe ce qu'il existe. C'est pas la performance qu'on recherche, c'est l'expérience qu'on recherche. Et si tu as une très bonne expérience qui est facile, qui est sécure, derrière on est régulé, on arrive à vraiment bien parler à la communauté, en fait, c'est des gens dans lesquels peut-être que dans le bull market, on va pas acheter des stadiums de football, on va peut-être pas faire des pubs de partout, on va pas grandir aussi de façon délirante que quelques boîtes, mais on va pas exploser comme des Celsius et comme plein d'autres différents compétiteurs parce qu'on va faire des trucs stupides en fait. Bah, Donc justement, je pense j'allais que te ça, demander le bear market de la dernière année passée des poussières, quel impact ça a eu sur vos activités? ouais, je pense que Euh, c'est une très bonne question. On a des cycles dans la crypto qui sont beaucoup plus promenants que les cycles de la finance traditionnelle ou peu importe ce qu'il en est. C'est un peu genre, ben, il y a l'hiver, tout le monde va skier, l'été, la fréquentation de la montagne, bon, il y a le vélo maintenant, ouais. c'est un peu plus cool, mais, mais disons, il y a 10 ans, bah, l'été, il y a juste des chalets vides, quoi. Nous, on est en train d'essayer de faire du vélo l'été quand même, à proposer des activités ludiques, même
bear market ou side market ou recovery Ouais. market, parce que je pense plus qu'on est dans un bear market personnellement ou un crypto winter. On est dans une Mhm. phase de transition. Après, ce qui est les encours, ça a eu un impact clair. Donc, on était à plus de 2 milliards. Aujourd'hui, on a un peu moins d'1 milliard. Donc, on a récolté plus d'assets parce que le marché a perdu plus de 80% sur quelques actifs. Mhm. Donc, c'est clair qu'il y a moins. Sur les 450 000 utilisateurs qui étaient, donc on a eu 750 000, 450 qui ont déposé. Aujourd'hui, on en a vraiment 100 qui sont actifs. Ça veut dire des gens qui traitent, qui regardent leur app sur une fréquence hebdomadaire. Donc, c'est clair que tu as moins d'activité. Mais on est en train d'essayer de mettre justement en place différents moyens pour permettre aux utilisateurs pas seulement de découvrir des nouveaux features, des nouveaux layers, des nouveaux produits, mais les encourager à devenir des meilleurs investisseurs. Et je pense que c'est ça vraiment le but de Swissborg, c'est de permettre aux gens comme on dit en anglais, de avoir les healthy habits to become wealthy. Et je pense que c'est comme le sport, tu peux pas juste te réveiller au mois de mai et dire ah merde, je vais aller à la plage dans un mois, faire 1000 abdos et croire que tu vas te baraque et avoir un. Non, il faut que tu fasses du sport toute l'année, quoi. Et J'aime bien regarder le l'image, ouais, c'est marché. pas mal. Ça s'entretient en tout cas, ouais. Et du coup, 100%. donc comme tu nous le dis, c'est vraiment, on va dire, c'est la vision, l'objectif, la mission de l'entreprise. Euh, Au-delà de l'UX, du fait donc que l'idée c'est d'être accessible au plus grand nombre, j'imagine, parce qu'encore une fois, je suis pas client, mais de gommer toutes les Yet, parties bientôt. yet, de gommer la partie chiante où je me dis bon oui j'aimerais bien les déposer, récupérer du yield sur ceci, sur cela, je veux staker, mais c'est compliqué, j'ai pas envie de déléguer mes tokens depuis un wallet MetaMask ou Kepler ou que sais-je. Euh, on va dire, quels sont vos plans sur les prochains mois pour, quelle que soit la condition de marché, continuer à contribuer à construire cette indépendance financière pour vos utilisateurs? Et puis, bon, plus globalement, c'est quoi vos plans sur, je sais pas, l'année qui vient? Ouais, ouais, c'est une superbe question. Donc, comme je disais, on a divisé en fait tous les services financiers, on va dire, dans 7 différents layers. Donc, Ouais. l'un qui est déposé, qui permet de faire du paiement. Donc, il y aura un carte de débit qui arrivera un jour, j'espère. On est en train de la développer, mais ça prend du temps. Le deuxième, c'est les échanges, comment tu facilites les échanges, comment tu permets à faire du DCA, donc il y a l'auto-invest, tous ces différents produits qui permettent d'automatiser au meilleur en fait les échanges. Parce qu'on ne pense pas que tout le monde est un trader. En revanche, tout le monde doit être un investisseur. C'est primordial. C'est comme être dans une démocratie, participer à voter sur des points et être actif de côté société, c'est vraiment important. On pense que l'investissement, c'est la même chose. Donc, probablement, il y a des modules de plus en plus pour des traders qu'on pourra faire, mais au moins, l'investissement, on veut vraiment que tout le monde puisse arriver facilement. Donc, l'OT Invest, c'est vraiment un programme qui est génial. Tu mets 10 balles, 100 euros, 0,1 Ether, 0,01 Bitcoin sur n'importe quel différent asset et ça peut acheter sur une base journalière, sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Donc, vraiment construire son patrimoine et aussi pour vendre. Je pense que les R3 en a parlé, donc ce qui est continuer à faire du yield farming, du staking et proposer ça sur une base de risque. Quatrième, c'est les thématiques. On pourra en reparler des thématiques. Donc, c'est tous ces différentes sortes d'ETF. Et on en a un qui est nouveau, qui vient de sortir, qui est super cool. C'est sur le Bitcoin et l'or. Donc, Mhm. l'or, le meilleur investissement à faire sur les 5 dernières 1000 années. Le Bitcoin, le meilleur actif à avoir investi sur les 10 dernières années. Si tu les mets les deux ensemble, ils sont pas très corrélés, à part cette année un tout petit peu. Et ils sont très peu corrélés au reste des actions et des marchés financiers traditionnels. Donc c'est vraiment un bundle, un panier qui essaie de se réallouer sur le Bitcoin quand on est sur un bull market et qui ralloue plus ralloue plus sur le gold que dans un bear market. Donc essaie d'être un peu intelligent et pondérer un peu 70-30 selon le marché, ou 50-50, ou 60-40, et ainsi de suite. Donc, quelque chose de très différent. Par rapport à ça, il y a la dernière partie qu'on est en train de développer, c'est tout ce qui est Launchpad et Alpha. Donc, Launchpad, c'est tout ce qui est early deals sur les différents tokens
Donc certains vont faire 10 000 X et certains vont probablement pas réussir, comme toute l'histoire des cryptos, comme vous le savez. Et on espère forcément filtrer et faire un certain peu de nombre, mais au moins que ce soit de la bonne qualité. Je sais que tu voulais me demander quel était dans le pipeline. Je sais pas si on a signé ou pas, mais c'est un projet français qui est dans les jeux vidéo, qui a fait un très bon sales en NFT, qui travaille avec Ubisoft. Voilà, je peux pas en dire plus parce que je sais qu'il y a 2 ou 3 trucs et le fondateur est quelqu'un d'incroyable. Voilà, les fondateurs sont incroyables, les CEO ils sont incroyables. Donc probablement il y en a, ils ont déjà deviné que c'était. Ceux qui n'ont pas encore deviné, je crois qu'on va c'est une question de quelques semaines. Donc les early deals par rapport à ça, différents launchpads, on essaie de faire aussi d'autres différentes stratégies qui pourront permettre à avoir des discounts sur des jetons de sociétés qui existent déjà depuis longtemps, mais si on les garde longtemps ou si par exemple les personnes deviennent utilisateurs de ces plateformes. Et je dirais la dernière chose qu'on fait vraiment qui est différent, donc là vous avez vu les 5 différents layers, Ouais, ouais. le 6e qui est la tokenisation et le 7e qui est les mandats. Le 6e, ça sera probablement un truc dans le real estate qu'on aimerait faire à terme. Le Mhm. 7e, c'est comment faire un mandat. Et ça revient vraiment là, comment on est différent, c'est si tu vois sur le layer 0 maintenant, c'est toi-même, Greg. Qui es-tu, Greg? Est-ce que tu es déjà indépendant financièrement ou pas? Est-ce que tu as des objectifs cette année ou dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans? Est-ce que tu comptes sur l'État français pour te permettre de payer ta rente, ta retraite dans 40 ans? On Est-ce que pourrait tu vas avoir être un débat très long là-dessus, effectivement. Là, t'es en train de m'ouvrir toutes les portes à la volée, ça va être compliqué, mais Mais définis en fait vraiment ton objectif personnel et par rapport à ça, t'encourager d'investir de façon différente, soit que ce soit on te conseille, soit on te met en autopilote à terme en fait. Mais que ouais. tu deviens quand même maître de toi-même et que on fasse vraiment, on t'aide à devenir quelqu'un de fortuné. Et non pas juste te dire, bon, c'est le casino et la roue de la crypto et tu vas avoir la roue qui va tourner et tu vas avoir une chance sur 10 de bien réussir. Et probablement, tu vas avoir 9 chances sur 10 à De pas exploser à réussir chaque du fois, tout. quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, je pense, la grosse différence de où nous on veut aller. On n'a pas toujours tout réussi, c'est certain. On a eu de casseroles comme tout le monde, mais on essaie de vraiment préserver le risque et d'offrir ouais, cette transparence, mais aussi cette volonté de chaque personne à l'accompagner dans son but personnel. Alors écoute, je vais revenir sur certains des sujets que tu as évoqués. Peut-être d'abord le DCA, donc le fait de pouvoir acheter, comme tu as dit, progressivement un ou des actifs. Cette nouveauté-là de DCA entre crypto, où je peux acheter une crypto en DCA avec une autre crypto, ou etc., est-ce qu'elle vient d'une demande de la communauté et quel succès ça rencontre aujourd'hui, depuis que vous l'avez lancé? Ouais, je crois que pour l'instant, il y a un grand nombre de personnes qui ont été conquis par l'auto-invest, donc le DCA, parce que c'est un peu le meilleur moment, quoi. Si tu as acheté des bitcoins à 60 000 et tu y crois vraiment, n'attends pas un an et demi ou un an, j'en sais rien, ou 2 ans pour redevenir in the money, quoi. Tu l'as à 29 000, mets tes 10 balles tous les jours, quoi. Fin du mois, ça te fait 300 balles à la fin de l'année. Ça te fait 3500 balles de Bitcoin, quoi. Et du coup, ça va te permettre de vraiment moyenner à la baisse, pareil pour ton Ether et ainsi de suite. Donc, je pense que ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui permet de moyenner à la baisse forcément l'achat des investissements, ce qui est quelque chose de vraiment bon. Et ça permet surtout de toujours être dans le marché. Et ça revient à ce que je disais avant. Tout le monde me demande si je fais tout le temps, si je fais beaucoup de sport. Il y a des semaines, je fais plus que d'autres, mais en revanche, tous les jours, je fais mes 20 tractions, mes quelques pompes et ainsi de suite, tous les jours. Parce que je pense que si tu rates une journée, ça te prend 2 ou 3 jours pour te remettre, en fait. Et Mhm. c'est pareil pour le trading, en fait. Je dis pas que je trade tous les jours. Par contre, aujourd'hui, avec Auto Invest, tous les jours, j'ai plein de différentes positions que je cumule. Et potentiellement même des autres positions que, alors maintenant pas, mais peut-être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an,
que je pourrais potentiellement me dire, bon, ben voilà, l'Ether est à 5000 balles, est-ce que je veux pas maintenant me diversifier de mon Ether et de le mettre en USDC, en CHF ou peu importe ce que tu veux, pour sortir un peu, prendre des profits, acheter ma maison, peu importe ce que je dois faire avec ces différentes monnaies stables que je dois faire, quoi. Donc, je pense que ça qui, avoir les bons réflexes. Et donc, du coup, on a pas mal de personnes qui ont réussi à aller là-dedans. Il y a même des personnes qui font ça. Alors, moi, c'est la même chose dans la thématique, par exemple, or et Bitcoin. Ouais. Je pense pas que c'est une thématique qui va gagner énormément d'argent sur le court terme. Je pense même sur le moyen terme, les gens ils vont pas être à dire ah merde, attends, Bitcoin a fait 100%, moi j'ai fait seulement 50%. Bah c'est génial en fait si c'est le cas. Déjà 50% sur l'investissement c'est énorme, mais ce que tu veux c'est sur le long terme avoir ça. Donc je mets tous les jours une certaine somme là-dessus. Et pour moi c'est un peu en Suisse, on a notre troisième pilier. En France, il y a les plans d'épargne. Voilà. Donc, c'est un peu Mhm. mon plan d'épargne que je mets et puis je regarde, je m'en fous. Je laisse dedans. Bon, dans 2 ans, si je vois que je suis toujours négatif, probablement j'arrêterai d'investir dans cette thématique. Mais le but n'est pas de pas arriver là et c'est de permettre de prendre l'uptrend et dans le downtrend, bah, de ne pas te faire ramasser autant et de pas du coup être stressé, et pas d'avoir trop de FOMO dans la montée non plus, quoi. Alors, 3 autres trucs dont tu as parlé, on va essayer de passer rapidement dessus aussi. Sur l'offre ventures, donc tu parlais de pouvoir rentrer au capital ou de participer, à acheter des parts de société, et cetera. Comment vous sélectionnez les projets, que vous allez lister là-dessus? Comment on y accède en tant qu'utilisateur et quelles fonctionnalités dessus? Ouais, c'est un très bon volet. Alors tout ce qui est Swissborg Venture, donc à la base, donc en 2020, je crois, ou 21, on a lancé ça. C'était vraiment nous qui investissions personnellement, donc notre argent de la société ou mon argent personnel et Mmh. quelques employés. Après, on a dit, mais comment on en crée ça comme un produit? C'était super galère, donc on devait collecter chaque personne, chaque SAF devait être signé par chaque utilisateur. C'était vraiment organisationnellement, c'était pas possible, donc on n'a jamais réussi à scaler. On a juste donné ça à quelques utilisateurs, ceux qui nous ont toujours backés, nos ambassadeurs, ainsi de suite. Donc, pas très démocratique, on va dire. OK. Euh, avec ben, notre propre crowdfunding qu'on a fait en equity il y a entre Noël et fin mars, donc Q1 quoi. On s'est dit bah c'est génial, les gens ils ont pu acheter des parts Swissborg, donc vraiment devenir un partenaire officiel de notre holding principal. Et on s'est dit bah, comment on peut faire ça pour d'autres sociétés? On peut pas le faire en equity pour l'instant parce qu'on a en Suisse on pourrait, mais en Europe on n'a pas les licences pour. Donc pour Mmh. l'instant c'est que pour les tokens. Donc il y a eu quelques volts qui ont été faits pour Xborg, Ouais. qui est notre gaming guild. Et de ce fait-là, en fait, les gens, ils ont participé pour acheter des tokens en avance, en fait. Donc, c'est comme une ICO, ce que nous, on avait fait en 2017. Mmh. C'est un peu la même chose. Et les gens, ben, on va recevoir les tokens. Donc, ça sera à travers différents volts qui sont réservés à différentes personnes. Selon en fonction de ton premium, en fonction de si tu es partenaire ou pas, et en fonction de ton hero score, on peut en reparler, mais c'est en gros tes activités qui te permet de te qualifier à avoir un bon score, et ce score te permet d'avoir différentes utilités au sein de l'app, dont ce Launchpad. Donc ça, c'est un peu l'idée, c'est de vraiment permettre de filtrer les meilleurs, vraiment les meilleurs deals. Et comment on source les meilleurs deals? Ben, on essaie de regarder quelles sont les thématiques qu'on aime. Donc en général, nous on aime beaucoup les thématiques des jeux vidéo Mmh. euh, parce qu'on pense que les jeux vidéo arriveront à arriver à l'adoption de masse de d'apps. Donc les gens qui jouent à des jeux, pas pour gagner forcément de l'argent, mais pour jouer aux jeux. Ouais. On aime tout ce qui est social fi aussi, donc tout ce qui est social media. On est amis avec Lens Protocol et ainsi de suite, donc on aime bien tout ce qui est
Moi, j'étais un gros contributeur de Steemit pour ceux qui s'en rappellent en 2015-17. Ah oui, ça c'est à l'ancienne là. On va pas D'accord, en oui, oui. reparler parce que c'est une histoire qui Non, est très hein, triste. n'en parlons plus, Une effectivement. chinoiserie horrible qui s'est passée, mais bon voilà, c'était un très bon DApp, c'était celle qui avait le plus de nombre de transactions de toutes les DApp jusqu'à 2020, hein, quand même, faut pas oublier là-dessus. Ouais. Parce qu'encore une fois, on se limitait pour le plaisir, pas forcément pour l'argent. La dernière branche qu'on aime bien, bon, DeFi, ce qui est logique, parce qu'on bah, c'est notre vision Mmh. depuis 2016, donc ça c'est clair. Mais aussi tout ce qui est AI-Fi, je peux pas vraiment en parler parce que j'ai pas encore vu de projet, mais c'est plutôt Anthony et l'équipe d'investissement. Il y a une équipe d'investissement bah, qui regarde tout ça. Ils sont spécialisés en termes de thèmes ou secteurs. Mmh. Ils rencontrent beaucoup les équipes aussi dans le côté fondamental, où ils sont l'équipe, financièrement, quel est leur état financier, qui sont les backers derrière. Et après, c'est de savoir si bah, c'est une application dans laquelle on peut trouver des synergies avec Swissborg en général. Et ce que les projets aiment beaucoup de chez nous, c'est qu'on n'est pas un venture classique, on va pas dire: «Ah bah, on te donne 10 millions et c'est tout». C'est non, en fait, alors Swissborg Venture peut donner de l'argent, mais surtout ce qu'on veut faire, c'est créer une opportunité d'alpha où tu as 1000, 2000, 10 000, 100 000 peut-être dans les bull run de personnes qui pourront participer et peut-être que si ils participent, ils investissent, mais si vraiment ils utilisent la DApp, ben, ils gagneront plus de tokens. Et c'est ça l'idée, c'est de pas seulement apporter de l'argent et les investisseurs, c'est de finalement apporter des utilisateurs des différents dApps. Et c'est ça où tous les différentes sociétés ils disent: «Attends, c'est génial». Aujourd'hui, dans le DeFi, par exemple, si tu as 10 000 personnes dans ta dApp, c'est énorme, hein. Même En les fait, plus ouais, tu grosses. investis pour aider à construire une infrastructure ou un projet et en plus tu viens aider à ce qu'il soit vivant et à ce que ouais, franchement, ouais, c'est intéressant. OK. Peut-être que tu pourrais, avant que je passe à un autre sujet qui est plus axé sur votre token, revenir un peu sur le Hero Score justement, parce qu'après ce sera peut-être moins adapté. Heu, voilà, comme tu as dit: «Je suis un newbie total, je connais pas l'application». Ça sert à quoi le Hero Score? C'est quoi? Ouais, ben, l'Aéroscore, en fait, c'est on s'est dit, encore une fois, comment tu arrives à créer une méritocratie. Ça a Mmh. toujours été le but de Swissborg, de créer une méritocratie et en même temps, permettre d'entraîner les personnes à devenir des athlètes, OK? Donc on a déjà ceux qui sont déjà des athlètes, donc les financial free ils ont tout leur argent, ils savent comment gérer et en gros, ils servent de Swissborg, les différents layers pour mieux investir de façon plus cool. Ceux qui sont pas encore, des athlètes, qui sont, des gens qui sont soit des débutants, soit des gens qui sont sportifs, on s'est dit: «Mais si on crée un hero score qui te permettra d'avoir les bons réflexes, pour devenir un athlète, en fait» et Mmh. il y en a, c'est vraiment que sur toi-même et d'autres, qui sont poussés aussi à faire que Swissborg grandisse. Donc c'est pour aussi créer, ben, un système dans lequel tu as des rewards, en fonction des actions que tu crées, en fait. Donc on est au début du Euroscore, il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment pas du tout. On est en train d'essayer de dire: «Bon, quels sont les bons réflexes?» OK, bah, il faut diversifier un peu son portefeuille, il faut, avoir, probablement investir, bah, si tu as de l'argent, si tu as des Ethers, par exemple, et tu les stakes pas, ben, tu as un Euroscore qui est moins bon parce que pas Mmh, bien staker sûr. l'Ether, ben, c'est tu fais la moitié du job, en fait, c'est con. Tu gagnes pas l'argent et nous, on stake pas l'argent des utilisateurs. Il y a plein de plateformes, je vais pas dire lesquelles, qui stake pour les gens. Nous, on fera jamais ça. Mais Nous, du on a coup, tu vois, ben, par exemple, interdit sur les terres, c'est intéressant. Vous proposez quoi comme stratégie de staking? Est-ce que, enfin, par qui vous passez pour ça? Et ouais, parce que je crois d'ailleurs, je crois que je l'ai vu passer hier ou avant-hier, là, que vous avez annoncé un nouveau partenariat pour tout ce qui est support staking, du ouais, technique du staking avec Kiln, il me semble, hein. ouais. Mais tu vas nous en parler un peu. Et est-ce que, pareil, pour continuer sur Ether, je sais pas, est-ce que vous regardez des trucs comme Eigenlayer, même si ça vient avec son lot d'autres risques, mais comment vous voyez la chose? Ouais, je pense que je crois que tu as répondu toi. Tu as juste oublié de OK. parler de Lido. Ah Mais oui, ben voilà. Ouais, bah, écoute. donc nous, on a toujours été fan de Lido dès le premier. Je crois qu'on a été un des premiers gros stakers, chez Lido et je pense encore aujourd'hui. Hem,
Donc avant de certifier en protocole, on fait énormément de due diligence. Aujourd'hui, en termes de risque, on a quand même réduit plus les plateformes je veux dire, de DeFi classiques, Mmh. parce que surtout avec Euler et différents trucs qui s'est arrivé, on s'est dit: «Bon, voilà, c'est quand même assez tendu», donc regardons vraiment les triple A, dans la crypto ou potentiellement les futurs triple A qu'on espère. Donc en staking, on a Kiln aujourd'hui, ça c'est vraiment du proof of stake classique. Je pense Ouais. pas qu'on offre de l'Ether chez eux. Donc là aujourd'hui, on travaille absolument avec Lido, où il y a un risque, mais qui est pas énorme. Ensuite, on a Eigenlayer déjà en fait, on a déjà fait des votes avec Eigenlayer, on les connaît bien, OK, ouais. et j'espère qu'on pourra faire d'autres trucs avec eux. Si tu arrives à imaginer ce que ça va être. Hem Et du coup, Eigenlayer, bah, du coup, lui, c'est écrit, c'est pas un core stratégie, c'est satellite et dans le satellite, on l'a mis niveau, je crois 2/3, donc c'est un haut risque. Mmh. Donc personnellement, par exemple, j'ai 80 de mes Ethers qui sont stakés dans Lido et j'ai 20 qui sont dans Eigenlayer qui rapportent je sais plus, beaucoup plus, je crois 8 ou 7 contre 5 Lido, je me rappelle plus exactement. Quelque chose comme Mmh. ça, donc basé sur le risque, ben, c'est clair, Eigenlayer, personnellement, grand fan, risk-taking, c'est fou, mais c'est les premières personnes à le faire. Ça a été battle test sur 10 derniers jours, je crois, ou 3 dernières semaines. Donc, voilà, c'est un risque qui est clair et c'est celui qu'on essaie de proposer aux utilisateurs, leur dire: «Ben, voilà». Bon, pour Eigenlayer, c'était même très spécial parce qu'il y avait une petite on a vraiment testé avec un petit batch. Donc même les gens, ils ont été, en fonction de leur prime, ils peuvent investir plus ou moins, mais ils ont été Mmh. capés parce qu'on voulait Ouais. vraiment pas que les gens ils mettent 100 de tout leur Ether. Ouais, non, c'est sûr. Bah, du coup, 2 petites questions sur ça. Déjà sur Lido, alors, au-delà du fait que effectivement le truc est top, mais, ça souvent ça revient un petit peu dans la communauté, tu vois? L'impact d'avoir un validateur aussi important que Lido, en termes de volume sur Ethereum, sur le réseau global. Toi, c'est quoi ton point de vue? Pas forcément pour Swissborg, mais au moins ton point de vue perso, tu vois, sur cette question-là. Est-ce que vraiment ça a de l'importance, ou pas tant que ça? Comment tu vois la chose? Je pense que la mission, c'est de devenir indépendant, d'offrir cette indépendance financière à nos utilisateurs et la vision, c'est de décentraliser le monde Ouais. ou décentraliser au moins les pays et c'est clair que Lido, c'est pas un bon acteur pour ça. Mais je pense que c'est pas très grave parce que ce que tu vois, c'est qu'on a été très décentralisé. On s'est recentralisé pour que enfin ça marche quoi, sinon ça marche pas et puis on est en train de distribuer Mmh et puis mh. on va décentraliser de nouveau. Donc pour moi, c'est juste une étape intermédiaire. Justement, les solutions comme Kin, eux, c'est du staking as a service, mais Mmh. c'est pas eux qui tiennent des clés, c'est pas eux qui peuvent potentiellement voter et ainsi de suite. C'est à nous de faire tout ce travail-là et il y Ouais. aura de plus en plus de sociétés géniales comme Kin qui vont réussir à offrir ça et ça va permettre de construire de plus en plus de Lido aussi, qui sont légèrement différents, qui sont en train de se construire. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Après nous, si on doit choisir entre sécurité et décentralisation, bon bah, c'est sécurité quoi. Pour l'instant parce qu'il faut pas on peut pas dire: «Oh bah viens, on part dans un nouveau projet décentralisé». Tu tiens à Qui va ton peut-être se sommeil, faire, ouais, on se notre sommeil et surtout le sommeil de nos je utilisateurs, comprends bien. qui est plus important, ouais. Super, écoute, bah, ça me fait une transition pour revenir vraiment sur, ce que tu parlais, on a un petit peu recentralisé, donc pour revenir sur la gestion des derniers mois côté Swissborg, par exemple, sur, l'utilité du CHSB. Donc pareil, hein, moi j'ai suivi ça de très loin, mais de ce que j'ai perçu, vous avez changé, on va dire une partie de l'utilité du token et du modèle. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement? Et peut-être pour, pareil, l'audience qui est, pas forcément tout à fait au fait de la chose comme moi, est-ce que tu peux nous remettre un peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça change? Et pourquoi vous avez pris cette décision? Donc ce bébé-là qu'il a et qui est sur mon cou, qui s'appelle le CHSB, mais qui va maintenant s'appeler le Borg, OK, B-O-R-G, OK. donc Swissborg. La raison est que CHSB, personne n'arrive à le prononcer, même moi, j'ai C'est c'était pas CHSB était faux. super compliqué.
Donc voilà, et Pourquoi ça ben, s'appelait le CHSB d'ailleurs? parce que j'ai une mauvaise idée et puis voilà. CH qui vient de la Confédération helvétique, donc Et SB CH c'est le et effectivement. SB Swissborg. Mais D'accord, OK. bon, c'est assez nul en soi parce que tu as la Suisse et Borg, donc bon, bref, c'était nul. Et à l'époque, on devait faire 4 parce qu'en 2017, il fallait faire 4. Mmh. CoinMarketCap voulait 4, je sais pas, je me rappelle plus pourquoi. Hem Donc Borg aujourd'hui, enfin Donc Borg bientôt. aujourd'hui, on a toujours essayé de créer différentes utilités très importantes. Au départ, c'était vraiment on faisait des référendums on-chain en 2018, qui avait vraiment beaucoup d'activités, mais c'était quand même super compliqué. On devait minter un nouveau token, ce token te permet ensuite de lancer, de voter et puis après tu avais des airdrops en fonction de ta votation. Donc quand même de créer cette méritocratie, cette gouvernance décentralisée. Ça, c'était les premières utilités. Après, on a créé ces premiums dans l'app. Le jour que c'est sorti dans l'app, ça a permis au token de s'envoler, d'avoir une utilité qui était forte. Mmh mh. On a fait ce protect and burn aussi, donc une partie des revenus de notre société permettait de racheter le token et le brûler. Ensuite, on a rajouté le yield. Donc ça, c'était le moment où tout le monde était excité. Donc les gens, ils avaient un rendement passif en faisant rien dans l'app. Ils avaient juste besoin de déposer en fait, des tokens et en fait, ils avaient un rendement, par rapport à ça. Après, on a fait un protect and choose, on a dit plus protect and burn, c'est protect and choose. Donc, maintenant chaque mois, en gros, il y a un certain nombre de tokens qui sont rachetés et les gens peuvent ils peuvent voter, soit ils les brûlent, soit ils les mettent en tant qu'assurance dans safety net. Si un jour il y a un problème, bah, ils se font payer en Mmh. Swissborg token Ouais. ou sinon, en yield. Donc en fait, le yield existe toujours, en fait, c'est juste les gens, ils doivent choisir s'ils le veulent ou pas. Et mais le yield passif n'existe plus. OK. Hem Et le yield, non, du coup, on l'a coupé parce qu'en gros, bah, nous, on n'avait pas de staking mécanisme, en fait, hein. C'était vraiment basé sur, bah, pas grand-chose, en fait, hein. C'était juste, tu prenais du token qui venait de la trésorerie. Donc c'était pas quelque chose qui était voable sur le long terme. On pensait potentiellement que le Swissborg token allait peut-être avoir sa chaîne, donc s'ils allaient avoir sa propre chaîne, le mécanisme de staking était complètement logique. On n'est pas passé par là et on s'est dit, comment on fait pour vraiment décentraliser le Swissborg? Ben, c'est pas le décentraliser parce que tout le monde va avoir le token dans l'app et seulement les gens qui en bénéficient, c'est les gens qui sont dans l'app, en fait. Mmh mh. Donc on s'est dit: «Bon, bah, c'est génial pour, tous les gens qui ont l'app, mais c'est pas forcément ce qu'on veut sur le moyen et long terme pour décentraliser, bah, le monde et surtout Swissborg aussi». Donc on s'est dit: «Bah, comment on peut créer plus d'utilité pour le token dans le monde de la DeFi?» Premier truc qu'on devait faire, c'est changer le token parce que le contrat, c'était un vieux contrat de 2017 qui était nul. Donc maintenant, je sais qu'on va en parler peut-être un peu demain ou 1er août, la semaine prochaine. Hem, donc il sera multi-chain, donc il pourra être planché dans plein de différentes pools et différentes dApps Mmh mh. et différents écosystèmes, donc ça sera important et c'est de comment on arrive à le plugger dans différents DEX, comment on arrive à construire potentiellement d'autres dApps de Swissborg dans lequel il a aussi une gouvernance dans des applications décentralisées. Donc voilà, ça c'est la grosse info qu'on n'a pas vraiment partagée, qu'on vient de faire et qu'on va donner un peu plus de news par la suite et de ce fait-là aussi, de comment le lister aussi dans différents sexes aussi, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y avait plein de sexes qui étaient pas d'accord, qui disaient: «Ah non, mais c'est de la concurrence déloyale, vous avez un yield, nous on n'aura pas de yield». Donc voilà, Bah, c'était écoute, ça nous comment avoir fait, une meilleure vision sur le long terme. un peu d'alpha pour cet épisode, donc c'est cool. Exact. Heu, ce changement de modèle, il a été accueilli comment, par la communauté? Je te pose la question, enfin par votre communauté, je te pose la question parce que souvent quand je reçois des builders, chacun a son protocole, chacun a sa commu et les commus, peu importe même, on va dire leur volume, le nombre ou quoi, indépendamment de ça, sont souvent très, réactifs dès que ça touche au modèle comme ça, donc comment ça a été accueilli? En fait, ça a été changé 2 fois. La première fois, on s'est dit, alors ils ont trouvé ça le yield socialiste au lieu yield communiste. On avait, créé un yield dans le OK. c'est pas vraiment vrai, mais je Vous vois ce avez que les laissé gens veulent tomber dire. la faux et le marteau alors, la faucille et le marteau pour, Non, mais l'idée il y avait un côté social, ça c'est clair. Mais le côté social, c'était de dire,
si tu as par exemple 1 million de CHSB, tu fais 10% annualisé, ça faisait énormément de tokens et ça Mmh. concentrait les gens d'avoir encore plus de tokens et du coup, ça aide pas vraiment, le fait d'avoir que des gros whales. Donc Ouais. on se disait qu'il y avait un sort de cap, sur la distribution du yield et si tu avais très peu de tokens, bah, tu avais un très grand rendement, en fait. Avec tes premiums qui s'additionnaient, tout ça, mais ça permettait finalement d'inciter des jeunes épargnants de venir dans la plateforme et de permettre d'avoir plein de petits poissons qui viendraient dauphins, au lieu Mmh. d'avoir des baleines qui vont devenir des super baleines. Donc ça, c'était déjà la première attaque où les gens étaient pas très contents. Il y avait pas autant de bruit, mais je crois qu'il y avait énormément de mécontents. Il y a plein de whales qui ont vraiment mal pris tout ça. Là, qu'on a coupé le yield, en France, c'était un moment compliqué, je crois aussi. Je crois que c'était pas très bien et je crois que j'avais un peu l'impression qu'on était un peu devenu le Macron, j'étais le Macron dans un sens et et comment elle s'appelle la femme avec les cheveux courts, en France, Tu celle parles de qui qui? est La Premier première ministre? ministre? Ah, Ouais. Donc il y Élisabeth avait Borne, quelqu'un ouais. d'autre qui était, Antoine Swissborg qui était la Premier ministre. Donc vraiment, on était un peu OK. détestés, je crois et après une semaine, il n'y a pas eu grand chose, je crois. Quand on l'a dit au live, les gens, ils étaient vraiment heurtés. En plus, c'était en anglais, donc je crois qu'il y avait pas tout le monde qui avait vraiment compris que c'était pas qu'on tuait l'île, c'était qu'on arrêtait l'île centralisée et on trouvait une solution pour l'île décentralisée. Donc Mmh. seulement même le token, il avait perdu quand même, je sais plus 10-15%, 20%, je me rappelle plus. Après, c'était revenu à la moyenne, mais il y avait eu, un peu de cette panique. Je crois que sur le court terme, donc assez négatif, le moyen terme, les gens déçus, mais je pense que ils se rendent compte, chaque mois en fait qu'il y a un yield. S'ils votent pour le yield, ils ont un yield en fait, hein, les gens. Donc, il y a même des gens qui ont plus de yield que ce qu'ils avaient à l'époque. Donc, là, il n'y a pas vraiment eu d'annulation à 100%. Mmh. Et je pense que voilà, sur moyen long terme, les gens ils vont nous remercier, ils vont dire ouais, c'était le meilleur move à faire parce que ça faisait pas de sens, point de vue financier et surtout un point de vue décentralisé, utilité d'avoir juste un yield centralisé en fait. Ouais. Ouais, OK. Non, non, bah, écoute, très clair. Du coup, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui découvre les cryptos maintenant et qui se dit, «Bon, bah, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble». Quand je dis conseil, je précise, pas conseil financier, mais comment toi, si tu découvrais les cryptos là, aujourd'hui, tu aborderais l'écosystème? Ouais, c'est une très bonne question. Hem, sur la même première question, c'est est-ce que tu es déjà indépendant financièrement? Oui ou non? Et est-ce qu'au moins tu as de l'expérience ou pas dans l'investissement? Et si tu dis non, non, je te dirais: «Vas-y mollo». Même si probablement c'est un des meilleurs moments pour investir maintenant, faut quand même aller mollo. Je dirais, je pense que le monde de l'investissement, je dis toujours, il y a 5 P en fait et ces 5 P, c'est tu cherches à faire, d'investir pour faire du profit, c'est le but numéro un. Mmh. Tu cherches à investir dans les sociétés parce que tu kiffes leurs produits, tu vois? Parce que tu adores le bitcoin, tu peux envoyer du bitcoin à n'importe qui sans qu'une banque puisse te les confisquer et ainsi de suite. Tu investis pour la philosophie, tu adores Ethereum parce que, tu adores le fait que, c'est la philosophie qui est derrière de décentraliser le monde, de permettre de construire la Web3, c'est ce que tu vois là pour l'avenir et donc tu kiffes cette philosophie. Tu investis par les personnes parce que, tu kiffes Swissborg, tu kiffes l'équipe, tu kiffes moi et d'autres personnes qui sont à l'interne et tu t'identifies à ces personnes-là et tu Mmh. kiffes à la fin parce que tu as des petites perks. Je sais pas, parce que je vais te donner ce t-shirt ou, tu vas avoir des petits trucs en plus, qui vont te permettre d'être un peu content, des jouets et ainsi de suite. Et je pense que si tu arrives à aligner ces 5, ça va toujours par le profit encore une fois et ben, en fait, tu vas probablement réussir à avoir une très bonne expérience d'investissement. Parce que si tu investis que pour le profit, en fait, il y a une chance sur 2 où ça veut dire 180 journées par an, tu vas faire la gueule, en fait. Parce que ça va être dans le rouge et potentiellement même plus que ça, en fait, selon où tu es rentré. Donc si tu cherches que du profit, en fait, tu pourras pas, en fait, à réussir, à faire et probablement comme 90 des gens ou 80 des gens dans la crypto, ils investissent au plus haut, ils attendent, ils font 20 50 ils vendent pas et Mmh. puis après ils perdent 90
et puis ils se disent: «Mais putain, c'était de la merde ce truc». Que le gars qui kiffe, même s'il a pas il a pas cette dire comment prendre des profits, il a pas cette rigueur d'investissement, en fait, il se dit maintenant, il se dit: «Mais attends, le bitcoin, je le kiffais à 66 000. Attends, aujourd'hui à 29 000, attends, je le kiffe autant. Attends, mais je kiffe la philosophie, je kiffe la communauté qui est derrière, je bah, je vais en racheter des bitcoins». Et ce gars-là, en fait, à la prochaine saison, il va pas dire: «Ah ben, moi, moyenne de prix maintenant est 60 000, moyenne de prix maintenant est 45 000 ou 40 000». Et le gars, quand il va à 60 000, bah, il aura déjà fait 50 de profit. Donc il sera dans un mindset très différent, en fait, de celui qui est juste là pour l'argent, en fait. Mmh. Comme toujours, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ça crée une base. Voilà, ça y contribue. Ouais. Du coup, en parlant d'argent qui fait pas le bonheur, mais qui y contribue, il y a quelques semaines, vous avez, donc tu en as parlé, vous avez clôturé votre levée. Aujourd'hui, du coup, bah, vous continuez à vous développer. Est-ce que, c'est un peu mes questions classiques pour terminer les interviews. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous recrutez? Est-ce que vous augmentez la taille de l'équipe? Comment ça se passe? Ouais, donc on avait fait une grosse pause sur le recrutement, jusqu'à il y avait quelques postes clés, mais c'était assez rare. Jusqu'à la semaine dernière, en fait. Ouais. Et là, de nouveau, ouais, il y a c'est beaucoup de tech, donc il y a des full stack, donc des gars qui font du front-end, mais qui ont aussi une base de back-end. Tout ce qui est back-end chez nous, c'est très Scala, donc ça limite malheureusement, l'intérêt de beaucoup de personnes. Mmh. Donc là-dessus, on cherche toujours, j'imagine, il y a probablement des QA, donc tout ce qui est en tech, il y a toujours de la place. L'infra, j'imagine. On cherche des personnes en data aussi, donc les gens qui puissent, dans l'analyse de data, pardon, pas dans l'engineering de data, donc Ouais. vraiment les gens qui sont forts en data, qui permettent à faire des analyses dans les produits, dans différentes équipes. Ça, c'est sûr qu'on cherche. On cherche, des personnes qui sont, dans le design, je crois qu'on cherche, des personnes qui sont forts en UI et qui ont une minimum de base UX. Après il y a, ouais, on cherche des ambassadeurs aussi je sais, pour le marché français, à Paris, des gens qui peuvent vraiment nous pousser, nous représenter. Hem, Puis voilà, je crois que c'est à peu Ça fait près déjà tout. pas mal de monde, ouais, c'est pas mal. Ouais, on est 200 Super. aujourd'hui et puis voilà, l'idée c'est d'être 210, d'ici la fin de l'année, ouais. OK, OK, très clair. Bah, écoute, on va terminer avec la question le classique. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à la communauté française qui nous écoute pour terminer cet épisode? Ouais, je pense que le moment, c'est le meilleur moment. Tout le monde me dit: «Mais quand est-ce qu'il faut investir?» Bah, faut toujours investir et je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut s'intéresser le plus à la web 3. Investissez dans ce que vous croyez, mais surtout ce que vous kiffez. C'est super important de vraiment, je veux dire, si vous êtes fan de l'OM, même s'ils ont pas gagné cette année ou je sais pas s'ils ont gagné cette année ou pas ou la PSG, bah, vous allez pas quitter PSG pour l'OM, j'imagine. Enfin, parce que c'est votre équipe, vous soutenez, hein. Alors la crypto, c'est Tu cool, vas vous pouvez tu vas soutenir nous plein attirer d'équipes. un torrent de commentaires là, c'est bien, ça finit l'épisode, tu vois, c'est vivant. Et je pense qu'il faut vraiment, voilà, investir dans ce que vous allez aimer voir dans le futur et renseignez-vous au maximum. Journal du coin, je pense que c'est un des meilleurs, sur tout le content. C'est quelque chose qui est vraiment bien fait. Donc ouais, profitez de ces moments-là où il y a pas tellement de bruit, ouais, d'attirer de nouvelles personnes aussi, parce que vous aurez le temps d'expliquer que dans 1 an, s'il y a un bull run qui arrive et ben, ça va être difficile, de tout voir et c'est maintenant, qu'il faut agir, ouais. Eh ben, écoute, on va finir sur ce bon mot. Je prends le compliment pour le JDC, ça fait toujours plaisir. Écoute, Cyrus, merci pour ton temps. Merci à toi. Cet épisode va s'arrêter là-dessus. Je le Si redis je peux pour, ouais, vas-y, si je peux juste dis-moi. me poser juste une question pour toi. Ah, Greg, vas-y, allez, changeons de poste. Vas-y, raconte. qu'est-ce que tu kiffes le plus dans la crypto Web3? Le côté financier, la tech ou la philosophie avec le côté social? Alors écoute, moi je vais te faire une réponse en à tiroir. Je suis venu pour la philosophie,
je suis resté pour le trading. Je me suis rendu compte que j'étais nul et que c'était une catastrophe. Donc finalement, maintenant, je suis là pour la tech. OK. Tu vois? J'ai fait un peu tout, mais je pense que c'est pas un parcours si original que ça. Je dois pas être le seul. Donc écoute, bah, du coup, Oui, le mot de la fin est pour moi. Merci pour cette question. Mais du coup, l'audience, si vous avez d'autres, vous qui nous écoutez, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à vous les poser en commentaire. On y répondra, rapidement comme d'hab. Écoute, Cyrus, merci encore pour ton temps. merci à toi. Passe une bonne Merci journée. à ta À la communauté. prochaine. À bientôt sur le podcast Ciao les gars. peut-être.